Mesdames et messieurs, c'est toujours étrange pour moi d'entendre parler de ma carrière, parce que dans ma tête, j'ai 22 ans et je ne me souviens pas d'avoir fait tout cela. C'est un grand honneur d'être votre invité aujourd'hui. C'est un grand honneur parce que j'aime depuis longtemps votre pays. Je crois dans votre pays depuis longtemps. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. J'ai voulu, avec son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed, créer le Louvre à Abu Dhabi, créer la Sorbonne à Abu Dhabi et créer une base militaire à Abu Dhabi. L'ouverture de cette base militaire était un choix politique difficile parce que c'était la première base militaire que la France ouvrait à l'extérieur de ses frontières depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que, mesdames et messieurs, dans les relations internationales en général et dans la politique en particulier, on fait souvent des discours d'amitié, mais on donne très peu souvent des preuves d'amitié. Or, les preuves d'amitié sont plus importantes que les mots d'amitié. Qu'est-ce qui se joue ici? Et je veux le dire en remerciant très chaleureusement votre directeur général, le docteur Jamal Sanad Al-Souaidi. Il se joue ici la vision de vos dirigeants qui essayent de faire la chose la plus difficile au monde, concilier identité et modernité. Fidélité à l'islam dans lequel vous croyez et ouverture à la modernité du monde que vous voulez épouser de toutes vos forces. C'est ça qui se joue ici, aux Émirats en général et à Abu Dhabi en particulier. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits au monde où on a fait le choix de l'identité et de la modernité. Ici, on l'a fait. On l'a fait grâce à la vision de son Altesse Cheikh Mohammed. Si vous réussissez, et vous êtes en train de réussir, c'est la preuve que les pays à culture, à religion de l'islam, peuvent marier cette tradition et le progrès économique, et le progrès scientifique et l'ouverture. Votre succès sera un message d'espoir pour le monde entier. Espoir naturellement pour les Arabes en général, mais espoir pour tous ceux qui, à travers le monde, espèrent dans la paix. Je suis venu si souvent à Abu Dhabi, plusieurs fois chaque année. Et chaque fois, je vois le pays et la ville changer. Quand on pense que ce pays a émergé sur la scène internationale au début des années 70, je ne sais pas si les Abu Dhabiens et les Émiratis se rendent compte de ce qu'en 2 générations à peine vous avez réussi à construire. Vos grands-parents étaient des femmes et des hommes du désert. Là où s'étalent devant nous les merveilles de l'architecture
du monde entier. Il y avait le sable, il y avait les tentes, et il y avait une population nomade. En 2 générations, vous avez construit des villes parmi les plus modernes du monde. Y a-t-il beaucoup d'endroits dans le monde où on pourrait tirer un tel bilan de ces 40 ou 50 dernières années? Vos fils, vos filles ont fait leurs études, enfin vos pères, vos fils, d'abord, ont fait leurs études dans les meilleures universités du monde, parfois la première génération. Vos fils sont multidiplômés. Et voilà l'exemple que les Émirats donnent au monde. Ce matin, avec Pierre Lelouch, nous visitions cet extraordinaire musée que sera le Louvre d'Abu Dhabi. Peut-être l'un des plus beaux musées au monde. Et la jeune femme, née à Abu Dhabi, était fière de me présenter les futures collections. Je voyais côte à côte le Coran, la Torah et des représentations de la religion chrétienne. Où je voyais des œuvres d'art, parmi les plus modernes ou les plus anciennes, qui témoignaient de quoi? De la volonté du prince héritier de faire d'Abu Dhabi le carrefour de rencontre des cultures. Où fait-on ça? Où prend-on ce risque? Où a-t-on l'esprit si ouvert? Qui peut porter un tel témoignage et une telle force? Je peux témoigner que c'est Son Altesse qui a voulu le Louvre. Nous-mêmes Français, nous avons répondu oui, mais il a fallu nous pousser un petit peu. J'en sais quelque chose. Tant les habitudes et les conservatismes étaient ancrés. Et vous ne pouvez pas savoir l'émotion qui m'a étreint lorsque j'ai vu ce dôme réalisé par cet immense architecte français, Jean Nouvel, qui filtre la lumière et qui mariera dans son organisation la tradition émirienne et les œuvres les plus modernes du monde. Votre succès sera un message d'espoir bien au-delà des frontières de ce pays. Et quand j'ai pris la décision d'ouvrir cette base militaire, c'était une façon de dire à 10 millions d'habitants de votre pays, la France est à vos côtés, mais il y aura de façon permanente des soldats français sur votre territoire, que vos voisins sachent que la France est ici pour vous témoigner de son amitié, mais que des soldats français sur votre territoire. Et mes chers amis, pas simplement des soldats qui viennent faire un petit tour et qui s'en vont. Des soldats avec leurs familles, leurs enfants, pour bien signaler que l'amitié entre la France et les Émirats, c'est une amitié stratégique qui ne dépend pas d'un homme, mais qui s'inscrit dans la durée. Et vous savez mieux que d'autres ce que représente la durée. C'est si long d'avoir votre confiance. Mais une fois qu'on a votre confiance et votre amitié, on l'a pour toujours. La durée ici, on sait ce que ça veut dire. Des visiteurs d'un jour qui promettent monts et merveilles et qui ne reviennent pas. Vous en avez vu. Vous préférez ceux qui viennent, qui reviennent
et reviennent encore pour construire les passerelles dont nous avons besoin entre l'Orient et l'Occident. Alors, aujourd'hui, au moment où vous avez choisi l'ouverture, la rencontre des cultures, la modernité, l'ouverture d'esprit, la modération, beaucoup de vos voisins n'ont pas fait ce choix. Et je veux dire devant vous que le Moyen-Orient est sans doute un moment charnière de son histoire. Les bouleversements qu'a connus le Moyen-Orient ces dernières années sont en train de transformer votre grande région en profondeur et ça aura des conséquences pour chacun d'entre nous. Dans ce contexte tourmenté, qu'il me soit permis de dire en ami que le premier défi pour moi, et j'espère ne choquer personne, ça sera votre capacité à préserver la diversité de l'Orient. C'était d'ailleurs un des accords que j'avais eu avec le président Bush, qui, lorsqu'il parlait de l'Orient, aimait à décrire la volonté qui était la sienne de voir la démocratie partout. C'était une idée généreuse, mais je veux dire que plus important encore, c'est la diversité. L'Orient est divers, et c'est ce qui a toujours fait sa force. Vous avez deux défis donc à relever. Le premier, c'est celui qui oppose les sunnites et les chiites. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas musulman, et je n'ai donc pas à m'immiscer dans un débat qui vous concerne. Mais permettez un ami de vous dire que l'opposition entre les sunnites et les chiites est un sujet d'inquiétude pour tous vos amis dans le monde. L'Orient, c'est la diversité. Ce défi, ce premier défi, vous le gagnerez par la réconciliation, car chiites et sunnites sont indispensables à l'Orient, comme le sont les chrétiens, comme le sont les juifs, comme le sont toutes les autres minorités. Le général de Gaulle avait l'habitude de dire « J'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples ». Il y a une idée simple pour ceux qui, comme moi, aiment profondément l'Orient, c'est la richesse de la diversité. Et quand nous voyons tous ces pays, le Liban, l'Irak, la Syrie, qui connaissaient une telle richesse par la diversité des populations, être frappé d'un risque d'implosion, c'est un sujet d'inquiétude. Et je crois profondément, Monsieur l'ambassadeur de France, que le rôle d'un pays comme le mien, c'est de donner des preuves d'amitié, et j'en ai donné, mais c'est aussi de parler à tout le monde. Parce que c'est notre mission. Parce que viendra bien un jour où il faudra que des gens de bonne volonté puissent parler à tout le monde. Le deuxième défi considérable, c'est celui qui, au sein de l'islam, oppose l'immense majorité de ceux qui vivent leur foi pacifiquement et sereinement et la minorité qui dévoie l'islam. Pardon, qui salit l'islam. Je viens d'un pays
qu'il y a eu plus de 130 morts au mois de novembre. Et je veux vous dire le traumatisme extrêmement profond qui a chaviré de tristesse le peuple français. Une petite minorité, au nom d'un islam dévoyé, tue, assassine, se comporte comme des barbares. Il ne peut pas y avoir de compromis entre eux et nous. Dans le nous, vous et nous. C'est une guerre. C'est sans doute la troisième guerre mondiale. Ne pas vouloir comprendre que c'est une guerre, c'est de ne pas se donner les moyens de sortir de l'impasse dans laquelle ces barbares veulent nous engager. C'est la guerre entre la civilisation et la barbarie. Pour dire les choses de manière plus claire, cette guerre ne pourra se gagner que par l'anéantissement total des extrémistes, des djihadistes, des terroristes. J'emploie des mots forts à dessein. Quand on fait la guerre, on la fait pour gagner. Et gagner, ça veut dire anéantir les forces de la barbarie contre la civilisation. Pour gagner, il faudra être unis. Alors, je n'ignore pas que les conflits ont toujours des causes multiples, profondes, complexes. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si nous sous-estimons la menace, alors nous aurons beaucoup d'autres attentats. Combien nous en faudra-t-il qui ont ravagé New York, qui ont ravagé Madrid, qui ont ravagé Londres, qui ont ravagé Paris et tant d'autres lieux dans le monde pour comprendre que ça suffit, la guerre doit être totale et menée tout de suite. C'est une grande tension pour votre pays. À partir de ce contexte général, il y a des questions spécifiques qui se posent. L'Iran, s'il est bien un sujet de préoccupation, ici, dont j'ai entendu parler à chacun de mes voyages, c'est bien la question de l'Iran. Là encore, je voudrais essayer de présenter des idées claires. Pour moi, les choses ont toujours été très claires, je veux le dire avec force. Un Iran doté de l'arme nucléaire est tout simplement inacceptable. Ce n'est pas un sujet de colloque. C'est inacceptable pour plusieurs raisons qui tiennent à l'Iran, mais c'est inacceptable pour une autre. C'est que si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, combien d'années faudra-t-il pour que la Turquie demande l'arme nucléaire, pour que l'Arabie Saoudite demande l'arme nucléaire, et que deviendra-t-il de cette région du monde le jour où des puissances régionales auront l'arme nucléaire avec le risque de tension que cela implique? Ce sujet ne peut pas être pris à la légère. L'accord qui a été obtenu, de mon point de vue, laisse trop de zones d'ombre et d'ambiguïté. La quasi-totalité des mesures qu'il prévoit s'appliquent pour des durées comprises entre 10 et 15 ans, ce qui, en matière nucléaire, est exactement demain matin. Je reconnais bien volontiers que le statu quo des 10 dernières années, des 12 dernières années, n'était pas satisfaisant, hein, bien volontiers, parce que les centrifugeuses continuaient à tourner. Mais enfin,
je veux quand même noter qu'avec cet accord, nous avons, je veux dire la communauté internationale, a profondément changé d'approche, puisque la communauté internationale reconnaît désormais explicitement aux Iraniens le droit de mener des activités d'enrichissement, de recherche et de développement, même si c'est de manière encadrée et contrôlée. Jusqu'à présent, la communauté internationale avait toujours exigé une suspension complète des activités nucléaires. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas qu'il ne fallait pas signer d'accord. Je veux simplement souligner qu'il y a un changement de doctrine. Ce qui était absolument interdit jusqu'au dernier accord est maintenant encadré. Tout va donc dépendre de la mise en œuvre effective de cet accord. Sa crédibilité reposera intégralement sur le niveau de contrôle que l'on imposera dans les faits et pas simplement dans les textes aux Iraniens. Je suis de ceux qui pensent que ce niveau de contrôle doit être le plus élevé possible sur un sujet de cette importance. La naïveté, la complaisance et la faiblesse nous sont absolument interdits. C'est aux Iraniens de démontrer, par l'application intégrale de l'accord et par des gestes concrets dans la région, je pense notamment au Yémen et au Bahreïn, qu'ils veulent réintégrer le concert des nations comme une puissance constructive. Je constate qu'à l'heure actuelle, ils ne l'ont pas fait, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler aux Iraniens. Je dirais même, plus il y a de sujets de désaccord, plus il faut en parler. Car franchement, la conversation avec des gens avec qui on est d'accord sur tout est moins longue que la conversation avec des gens avec qui on a des désaccords. Et j'ai bien conscience que pour vous, je parle d'un pays qui est quoi? 200 kilomètres, un peu plus. C'est un sujet concret, ce n'est pas un sujet virtuel. Le conflit entre sunnites et chiites, c'est également ce qui alimente la question du Yémen, où votre pays est engagé depuis plusieurs mois. Des pourparlers de paix sont aujourd'hui au démarrage. Il faut qu'ils aboutissent, que les affrontements cessent, parce que les civils ont déjà payé un trop lourd tribut dans cette guerre, et parce que, est-ce qu'on peut avancer cette idée que le chaos au Yémen profite à qui? Ben, le chaos au Yémen profite aux groupes terroristes djihadistes, Al-Qaïda et l'État islamique, les premiers. Il n'y a donc rien de plus urgent que les discussions de paix progressent. Et de ce point de vue, il restera la question syrienne. Parce qu'une fois qu'on a décrit l'affrontement sunnite-chiite, l'Iran, le nucléaire, le Yémen et la Syrie. La Syrie, un des plus grands pays, une des plus grandes civilisations, du patrimoine mondial, de l'humanité et de la culture universelle. Eh bien, ça fait 5 ans maintenant, 5 années, que les Syriens vivent un calvaire. Comme nous le rappelle la situation dramatique de Madaya, cette ville devenue, cher Pierre, le symbole de la souffrance des Syriens. 5 ans. 5 ans que le peuple syrien est martyrisé, de tous les côtés. La complexité de la crise syrienne vient, de mon point de vue, du fait qu'elle est le carrefour des deux guerres que j'évoquais, chiite-sunnite et celle contre la barbarie obscurantiste des extrémistes. Est-ce qu'il m'est permis de dire qu'il y a trop de temps qui a été perdu? Trop de temps a été perdu. Et dans les crises internationales, vous noterez que si on veut avoir une petite chance d'arrêter les choses, il faut les arrêter tout de suite, car le temps travaille contre les solutions pacifiques.
Dès l'été 2012, j'avais appelé à une action de la communauté internationale. Je rappelle qu'à l'été 2012 en Syrie, il y avait une opposition modérée puissante. Qu'est-elle devenue? Qu'est-elle devenue? Abandonnée, sans armes, sans argent, disparue. Je rappelle qu'à l'été 2012, il n'y avait pas Daesh. Il n'y avait pas l'État islamique. J'ajoute, et j'espère ne choquer personne, que la Russie est incontournable pour trouver une solution à la crise syrienne. La question n'est pas de savoir si on est d'accord sur tout avec M. Poutine. La question est de savoir, est-ce que la Russie telle qu'elle est peut être un facteur de paix et de rapprochement et de solution en Syrie? Qui peut aujourd'hui dire qu'on peut régler le chaos syrien sans la Russie? Personne. Alors c'est une erreur majeure de refuser de parler avec la Russie. Je vois qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde est sur cette ligne. Mais que de temps perdu. 5 années. Troisièmement, je ne pense pas qu'on puisse régler la question syrienne sans qu'une coalition des puissances arabes de la région n'intervienne au sol avec le soutien de la communauté internationale qui, ici, pourrait dire que les frappes aériennes suffiront. Qui? Je serais intéressé de l'entendre et d'entendre son argumentation. Loin de moi l'idée de critiquer les frappes aériennes, et notamment après avoir visité nos aviateurs qui font un travail remarquable. Mais si l'affaire syrienne est fondamentale, il faut y aller complètement. Si là-bas, il faut éradiquer l'État islamique, alors il faut l'éradiquer dans les airs et au sol. Et qui peut être au sol dans un pays arabe, si ce n'est d'abord une coalition des pays et des armées arabes? Et vous comprenez très bien pourquoi je dis ça. Spécialement, s'agissant de la France, nous parlions avec Pierre Lelouch du passé qui est le nôtre au début du XXe siècle et du rôle que nous avons joué. Chacun voit bien que des troupes au sol sont nécessaires, mais que la pertinence de ces troupes au sol, ça ne peut être que des troupes arabes. Et non pas, en tout cas pour mon pays, des troupes françaises. Je regrette que cette coalition n'ait pas eu lieu, car je sais que plusieurs des pays de la région y étaient prêts, ça aurait probablement modifié l'équilibre des forces sur le terrain. Alors, quatrième point sur la crise syrienne, c'est déjà difficile à régler avec une coalition, mais avec deux. C'est encore mieux avec deux. On ne peut pas continuer avec deux coalitions parallèles qui ne partagent qu'une partie de leurs objectifs et qui s'affrontent sur les autres. Ce rapprochement entre les deux coalitions doit se faire contre l'État islamique. Cela veut dire d'avoir le courage de dire à nos amis russes, ce que j'ai fait en le disant à M. Poutine, qu'il doit laisser vivre l'opposition nationaliste syrienne, parce que c'est une source de combattants contre Daesh. Et j'ajoute qu'on ne peut pas sauver la Syrie sans les Syriens. Qui peut imaginer que la Syrie va être libérée sans les Syriens? Des efforts ont été menés pour réaliser ce rapprochement des coalitions. Ça n'a pas abouti, et je ne pense pas que le regain de tension entre l'Iran et l'Arabie saoudite améliore les choses. Il y a deux points qui sont bloquants, il faut les évoquer. Le premier, c'est Bachar al-Assad. Sur ce point, je voudrais faire partager ma conviction. J'ai beaucoup parlé avec Bachar al-Assad à l'époque.
Non pas de la Syrie, mais du Liban. Car c'était ça le problème à l'époque, qui avait le droit de vivre indépendamment de la Syrie. Bachar el-Assad a sur la conscience la mort de 250 000 de ses compatriotes. Qui peut me dire qu'on peut construire l'avenir d'un pays avec quelqu'un qui, personnellement, a la responsabilité de 250 000 morts de son pays? Ce n'est pas une question de morale, mesdames et messieurs. C'est une question de bon sens. Qui viendra m'expliquer que la réconciliation syrienne se fera? Merci. Qui peut m'expliquer que la réconciliation syrienne, tellement nécessaire, va se faire autour de celui qui a été l'instrument du martyre de son peuple? À un moment donné, Bachar el-Assad devra partir. Pour autant, chacun voit qu'aucune solution politique ne sera possible sans un accord avec le régime, je parle du parti Baas, et ceux qui l'ont servi. Ce fut une erreur monumentale en Irak que de refuser d'intégrer à l'époque ceux qui avaient travaillé avec Saddam Hussein. C'est une chose. D'exclure Saddam Hussein ou Bachar el-Assad, c'en est une autre que d'exclure tous les braves gens, sans doute, qui ont travaillé avec le dictateur, surtout lorsque le dictateur était là depuis des décennies. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Alors, la conséquence, me semble-t-il, il ne faut pas s'enfermer dans un piège. Il ne faut pas attendre que Bachar el-Assad parte pour commencer à discuter avec le régime et mettre en place la transition. Son départ ne doit pas être un préalable, puisque la discussion a justement pour vocation, entre autres, à organiser les modalités, les calendriers de son départ. Donc il va bien falloir parler avec lui. Je parle de l'avenir. Alors il y a ceux qui disent qu'il faut renvoyer la question de Bachar el-Assad à des élections futures. Mais je pense que c'est une plaisanterie. Car on voit bien dans l'état dans lequel se trouve la Syrie aujourd'hui qu'on ne sera pas avant plusieurs années en mesure d'organiser de telles élections de manière crédible, avant plusieurs mois ou plusieurs années, et surtout que nous ne pourrons pas un jour en situation de le faire qu'à condition d'avoir pu avancer sur la transition. Il y a de nombreux acteurs indispensables au règlement de ce conflit qui refuseront de s'engager plus avant si l'unique perspective est le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, comme s'il ne s'était rien passé. Il faut donc convaincre ceux qui le soutiennent que le départ de Bachar el-Assad, qui n'est pas un préalable, est le seul moyen de parvenir à la paix, mais c'est aussi l'intérêt de ceux qui le soutiennent. Je pense aux Russes, qui ont pris ces derniers mois le leadership dans la région et qui ne pourront inscrire dans la durée ce leadership qu'à condition de ne pas s'aliéner les grandes puissances sunnites qui comptent dans le dossier syrien. Même l'Iran, me semble-t-il, aurait intérêt à une transition progressive et négociée plutôt qu'à voir la Syrie continuer de s'enfoncer dans le chaos. D'ailleurs, à ceux qui me parlent de la représentativité de Bachar el-Assad, sans le Hezbollah et sans les Russes, c'est quoi la représentativité de Bachar el-Assad aujourd'hui? Le second point de blocage concerne la composition de l'opposition syrienne. Ce n'est pas le lieu de traiter cette question en détail, je prendrai garde, mais qu'il me soit permis de donner quelques principes simples. Le premier, c'est le refus absolu de tout compromis avec les groupes terroristes djihadistes, Daesh bien sûr, et le front Al-Nosra lié à Al-Qaïda. On ne peut pas transiger avec eux. En revanche, l'ouverture la plus large possible aux forces de l'opposition nationaliste, sans qui aucune réconciliation ne sera possible, ni aucune paix durable,
de ce point de vue, le haut comité mis en place il y a quelques jours à Riyad est une première étape positive qu'il faut poursuivre. Et il faut que les Syriens de l'opposition qui ne l'ont pas encore fait le rejoignent. Alors, j'ajoute un troisième point pour complexifier encore la situation, parce qu'elle est compliquée, j'en ai bien conscience, c'est que s'il faut être ferme et inflexible face à l'islamisme radical, nous devons garder à l'esprit que de nombreux membres de l'opposition modérée sont venus grossir les rangs d'organisations plus radicales qu'eux. Pourquoi ? Parce qu'on les a laissés tomber. Il faut dire la vérité. Qui n'avaient pas d'argent et qui n'avaient pas d'armes, un certain nombre d'entre eux ont donc rejoint des groupes plus extrémistes qu'eux pour participer à la libération de leur pays. La deuxième guerre interne à l'islam, c'est celle avec les djihadistes. Cet ennemi nous a déclaré la guerre. Mes chers amis, ce n'est pas une guerre entre l'Occident et l'Orient. L'État islamique, les terroristes vous ont déclaré la guerre et nous ont déclaré la guerre. Nous avons le même ennemi qui mène la même guerre. Nous devons être unis. Et quand on dit le mot guerre, cela implique qu'on doit la faire pour la gagner, donc on doit la faire totalement, qu'il me soit permis cette expression, nous n'avons ni les moyens, ni le temps de voir notre main trembler. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ce n'est pas la peine de dire que c'est une guerre pour la faire à moitié. Dans ce combat, les pays de la région ont un rôle irremplaçable. Le monde musulman et le monde arabo-musulman peut apporter une contribution décisive. Parce que cette guerre, c'est la vôtre aussi. Ce sont vos peuples, les peuples de la région, qui payent le plus lourd tribut à cette barbarie. C'est votre religion qui est dévoyée, c'est votre culture qui est attaquée, c'est votre identité qui est insultée. Et sans vous, on ne pourra pas gagner la guerre. On ne pourra pas la gagner militairement et on ne pourra pas la gagner idéologiquement. Car la force d'un musulman qui combat le djihadiste sera toujours plus grande que la force d'un non-musulman qui les combat. Et je le dis ici à Abu Dhabi, dans ces Émirats arabes unis dont les dirigeants ont compris depuis le premier jour l'enjeu de la bataille qui s'engageait, et vos dirigeants, notamment Cheikh Mohammed, a parfaitement compris que la moindre ambiguïté serait terrifiante dans ses conséquences. Beaucoup de pays de la région vous ont rejoint, c'était indispensable et je veux saluer l'annonce de la grande coalition islamique antiterroriste lancée il y a tout juste un mois par l'Arabie Saoudite avec votre soutien et celui de plus d'une trentaine de pays. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut travailler avec la nouvelle équipe au pouvoir en Arabie Saoudite. Et que quels que soient les désaccords qu'on peut avoir, penser régler cette question sans l'Arabie Saoudite, c'est rien moins qu'une grande incompétence. Mais il faut maintenant donner une traduction concrète à cette coalition. Nous ne viendra pas à bout du problème uniquement par les airs. Pour éradiquer l'État islamique et toutes les nébuleuses djihadistes, il faut envoyer des troupes les combattre au sol, je l'ai dit, venant des pays de votre région. La Syrie pourrait être un premier terrain d'engagement pour cette force dans le cadre du rapprochement des coalitions que j'évoquais. Se posera bientôt un autre enjeu qui sera celui de la Libye. Car naturellement, imaginez les conséquences de l'effondrement de la Syrie, de l'effondrement de la Libye, et un jour de l'effondrement de l'Irak. Est-ce que vous croyez qu'il sera plus facile de régler les problèmes d'aujourd'hui
une fois que ces 3 pays auront achevé d'être détruits. Je ne le pense pas. En Libye, l'État islamique ne cesse de gagner du terrain, progresse vers le sud et les champs pétroliers, après s'être emparé de la région stratégique de Sirte. L'accord obtenu sous les auspices des Nations Unies, qui prévoit la constitution d'un gouvernement national, est très fragile, mais là encore, pourquoi n'a-t-on rien fait depuis l'été 2012? Je rappelle qu'en juillet 2012, il y a eu des élections en Libye. 60% de participation qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation internationale et qui ont vu la victoire des modérés. Et la Libye a été abandonnée. Et je voudrais dire aujourd'hui que je suis très inquiet de ce qui se passe en Tunisie. Parce que le combat courageux des Tunisiens, c'est aussi le nôtre. Il y a moins de 800 km, mesdames et messieurs, entre Tunis et Nice, en France. Et je voudrais terminer en m'excusant sans doute d'avoir été trop long, mais en disant une chose. Pour nous, Européens en général, et pour moi, Français, la stabilité et la paix de la Tunisie, la stabilité et la paix de la Syrie, la stabilité et la paix de la Libye, ce sont nos problèmes. Car si ces pays s'effondrent, c'est l'Europe qui en subira les conséquences. Il n'y aura pas de paix au nord de la Méditerranée sur le chaos au sud de la Méditerranée. C'est ma conviction la plus absolue. Il est inutile de faire des comparaisons avec l'Afghanistan. On peut discuter à perte de vue s'il fallait ou pas y aller. Il y a tout un tas d'arguments dans un sens comme dans l'autre. Mais sur la Libye, sur la Syrie, sur l'avenir de la Tunisie, nous devons aider les modérés de ces pays à se défendre et à défendre notre civilisation. Car le combat, leur combat, c'est le nôtre. Voilà, mesdames et messieurs, trop de temps a été perdu. Plus on attend, plus ça sera difficile. Trop d'ambiguïté sur les financements et sur la façon de faire la guerre. Si c'est une guerre, on la fait totalement, dans les airs et au sol. Et trop de temps est perdu aussi dans l'alliance entre nos gouvernements et les vôtres. L'Orient et l'Occident main dans la main contre les barbares. L'Orient et l'Occident main dans la main pour garantir la paix et la stabilité. Les dirigeants de l'Orient et de l'Occident main dans la main pour regarder l'avenir qui ne peut être dans le construit que dans le carrefour des cultures, dans la tolérance et dans le respect mutuel. Voilà l'objectif. J'ai bien conscience que les modalités seront bien complexes à mettre en œuvre. Je vous remercie. Thank you, President Sarkozy, for this invaluable lecture. Merci, Monsieur le Président, pour cette contribution absolument fascinante concernant les défis auxquels est confronté le monde en général et le monde arabe plus spécifiquement. Nous allons maintenant, au cours des 20 minutes qui suivent, adresser quelques questions au Président Sarkozy. Nous allons avoir une petite session de questions-réponses. Président Sarkozy, au début de votre intervention, vous avez fait référence à l'histoire des relations entre les Émirats et la France et aux progrès qui ont été effectués récemment. Mais j'aimerais que vous partagiez avec nous votre vision de l'avenir des relations franco-émiraties au cours des années qui viennent. La région du Golfe, il faut que vous le compreniez, et pour nous, Français stratégiques,
Parce que c'est un des seuls arguments que nous pouvons opposer à ceux qu'on appelle les déclinologues. Il y a 30 ans, 40 ans, la France existait dans cette région de façon anecdotique. Aujourd'hui, elle a une base militaire, une présence incontournable, et les Émiratis d'abord, mais tant d'autres gouvernements de la région ont compris que vous étiez plus forts avec des amis différents, que vous ne pouviez pas vous en remettre à un seul ami de l'extérieur. Dois-je préciser les choses sur l'ami de l'extérieur? J'aime les États-Unis. Je me sens proche de leur culture. Mais ils ont leur agenda, leur géographie, leur politique. Avoir plusieurs bons amis, c'est mieux que d'en avoir un seul. Et de ce point de vue, la France en particulier et l'Europe en général doivent comprendre qu'ici se joue une grande part du nouveau monde. Deuxièmement, le partenariat stratégique, il est total ou il ne l'est pas. Je n'aime pas, les ambassadeurs ici présents que je salue ne m'en voudront pas de dire ça, l'inflation du mot stratégique. Tout est stratégique. Donc plus rien n'est stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon esprit stratégique? Stratégique, ça veut dire qu'on travaille main dans la main économiquement, culturellement, politiquement, et que si un jour votre sécurité est en cause, on est avec vous. C'est ça la stratégie. Si le partenariat stratégique, c'est un bout de papier qui consiste à vendre et à vous demander d'acheter et à signer le même papier le lendemain, ce n'est pas un partenariat stratégique. C'est d'ailleurs même pas un partenariat. Partenariat stratégique, ça veut dire qu'on ne parle pas pour un gouvernement. On ne parle pas pour une alternance. On parle d'une génération d'Émiratis et de Français qui regardent ensemble vers l'avenir. Ça, c'est du partenariat stratégique. Ça veut dire qu'on échange nos universités et nos étudiants. Ça veut dire qu'on confronte au bon sens du terme nos cultures et qu'on mène nos soldats. Et que les Émiratis puissent se dire, les Français sont intéressés par nos marchés, mais ils sont aussi intéressés par notre réussite, parce qu'ils savent que nous, les Émiratis, dans le Golfe, nous voulons la paix et la stabilité. Donc, attention avec l'inflation des mots stratégiques. En tout cas, moi, dans mon esprit, en tant qu'ancien président français, j'avais eu l'idée, Pierre s'en souvient sans doute, de choisir quelques partenaires dans le monde, sur chaque continent. J'avais pensé au Brésil, en Amérique du Sud, j'avais pensé à la Malaisie, en Asie, j'avais pensé aux Émirats, ici. Pourquoi? Parce que vous connaissez ce proverbe français peut-être, qui trop embrasse mal étreint. Quand on a trop d'amis, on n'a pas d'amis. Par parenthèse, quand on n'a pas d'ennemis, on n'a pas d'amis non plus. Choisir ses amis pour être solidaire d'avec eux, ça c'est du partenariat stratégique. Et je dois dire d'ailleurs que mon admiration, mon amitié pour le prince héritier est bien connu ici, depuis longtemps. Sa vision et son courage faisaient que pour moi c'était facile de construire ce partenariat. Mais vous n'imaginez pas, y compris pour un président français, ce que c'est politiquement d'ouvrir une nouvelle base à l'étranger. Ce n'est pas un petit choix, spécialement dans le climat de tension
qui était celui de 2008-2009, l'ambassadeur s'en souvient, parce que c'était vraiment une façon de dire aux Émirats et à vos voisins, attention, nous sommes ici. Thank you, President Sarkozy. Merci, Monsieur le Président. Au cours de votre intervention, vous avez également évoqué votre vision du terrorisme et de l'impact de ce terrorisme dans notre région. Que pensez-vous que des penseurs indépendants, bien éduqués, puissent faire pour combattre ces groupes qui s'identifient comme des mouvements islamistes? Bon, je ne veux pas donner le sentiment d'être trop caricatural, bien sûr. Mais je pense que la situation est si grave, beaucoup plus qu'on ne le dit, que la question aujourd'hui n'est pas une affaire d'intellectuels. C'est d'abord une affaire de combattants. L'intellectuel, l'universitaire, le théologien, c'est très important pour l'avenir, mais pas pour régler le présent. Pour régler le présent, c'est combattre matin, midi et soir. La question est assez simple. Est-ce que les gens les plus ouverts que nous sommes sont faibles ou sont forts? Est-ce que l'ouverture nous a rendus faibles? Moi, je pense que l'ouverture doit nous rendre forts. Donc le combat engagé, il est militaire sur le front extérieur et il est policier sur le front intérieur, notamment chez nous. Vous n'imaginez pas le traumatisme français de découvrir que des jeunes Français nés en France, éduqués en France, de culture française, aient trahi la France au point de tuer des Français et de lutter contre l'État français. Ce ne sont pas quelques dizaines, c'est plus. Et c'est bien optimiste quand on parle de quelques centaines. La profondeur du mal va nous amener à prendre des décisions très difficiles et assez radicales. Après, il y a toute la question de l'islam, de l'interprétation des textes. Y a-t-il une autorité, une hiérarchie dans la religion de l'islam? Devez-vous organiser des garde-fous? En tout cas, pour nous, c'est clair, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas tolérer sur notre sol des imams autoproclamés qui parlent contre la France et contre la République française. Et nous ne pourrons pas tolérer sur notre sol des mosquées où on tiendra des propos violents contre la France et contre les Français. De ce point de vue, d'ailleurs, je veux rendre hommage aux décisions récentes du gouvernement tunisien, sans parler de ce que fait depuis si longtemps Sa Majesté le roi du Maroc pour garantir la sécurité du royaume. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes. Des gouvernements arabes ont été plus courageux et plus décisifs face à l'islam qu'un certain nombre de nos gouvernements en Europe. Pendant longtemps, on a cru que ce qui était chez vous ne viendrait pas chez nous. Ben, le réveil est brutal. La question n'est pas d'expliquer le comment du pourquoi, la question c'est l'éradication de ces barbares. Après viendra le temps de l'éducation. Mais si on doit expliquer pourquoi on ne tue pas celui qui ne pense pas comme vous,
Ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps en explications. Il faut combattre les barbares. Il faut punir les assassins. Il faut éradiquer ces coalitions. Voilà la vérité. Le temps n'est pas d'écrire des livres sur le sujet. Le temps, c'est de mener la guerre. Et quand on mène la guerre, on n'a pas le temps d'être à l'école. Après, il faudra penser à reconstruire. Mais là, il y a un rendez-vous qui nous attend. Et ce rendez-vous, on ne peut pas le manquer. Thank you, President. In the recent developments in the oil Merci, Monsieur le Président. Lorsque l'on envisage la récente évolution des prix du pétrole et la volatilité des prix du pétrole, que pensez-vous de l'impact de ces prix du pétrole à la fois sur les pays producteurs et sur les consommateurs? Écoutez, ce qui se passe montre que nous sommes absolument au bout d'un système. Il y a 3 ans, le baril avait dépassé les $100. Tout le monde se plaignait à travers le monde que c'était trop cher. Et tout le monde prédisait la raréfaction des matières premières et l'explosion des prix. Aujourd'hui, le baril est tombé à $32 et des spécialistes disent qu'il peut être à $20. Vous êtes assis sur une poudrière. Et le problème n'est pas simplement le vôtre, c'est aussi le nôtre, car aujourd'hui les rentrées fiscales se sont effondrées pour vous, et aujourd'hui nos meilleurs clients n'ont plus les moyens d'acheter. Voilà la réalité. Il n'y a pas d'un côté les producteurs qui ont un problème, et de l'autre les consommateurs qui sont tranquilles, tout le monde. Alors, la croissance chinoise en berne, la production de gaz et de pétrole de schiste aux États-Unis, la vente du pétrole plus lourd des Iraniens selon des schémas qui sont en dehors du marché, tout ça c'est vrai, mais qu'il me soit permis de vous dire ma conviction qu'on ne peut plus continuer à avoir des marchés de matières premières qui soient à ce point victimes de la spéculation, car la spéculation joue à la hausse comme à la baisse. Et vous avez aujourd'hui des spéculateurs qui gagnent de l'argent sur l'effondrement des cours des matières premières. Au nom de quoi? Le café, le chocolat, le pétrole, le gaz, l'acier devraient avoir des prix définis à Londres ou ailleurs. Au nom de quoi la production de céréales dans le monde devrait être vendue chaque année 20 fois. 20 fois. Si ça, ce n'est pas la démonstration qu'il y a une spéculation massive, je souhaite que les pays producteurs de matières premières se réunissent, réfléchissent à l'avenir, comment faire en sorte que la spéculation ne bouleverse pas à ce point le prix des matières premières. Vous n'êtes plus responsable du prix. Et si tel ou tel pays de la région a voulu jouer à la baisse, à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'il contrôle aujourd'hui la super baisse. Et quand on me dit, mais il ne faut pas s'inquiéter, dans 1 an ou dans 2 ans, ça va remonter, ah bon, qui le dit? Les spécialistes? Ceux qui n'avaient pas vu la baisse et qui voient la hausse? Il est urgent de réguler le prix des matières premières dans le monde. Il est urgent de poser les bases d'une nouvelle gouvernance mondiale où les grands producteurs de matières premières et les grands consommateurs de matières premières feraient jouer naturellement le marché, mais débarrassés d'un phénomène spéculatif que j'ai bien vu à l'œuvre lors de la crise de 2008-2010, avec des gens qui en prennent plein les poches quand ça monte
et qui en prennent aussi plein les poches quand ça baisse. Ça suffit. Le marché, c'est pas ça. Le marché, c'est pas la loi de l'instantané et la loi du plus fort. Le marché, ça doit être régulé. Pas trop, naturellement. Mais le marché, il doit y avoir de la transparence. Et qui peut me dire aujourd'hui qu'il comprend ce qui se passe sur les prix des matières premières? Comme par ailleurs, toutes les matières premières sont indexées, à l'exception du diamant, je crois, sur le prix du pétrole et du gaz. C'est l'ensemble de la planète qui se trouve déstabilisé. Et le réveil sera brutal pour des pays comme le Brésil, pour des pays comme l'Algérie, et même pour des grands pays comme l'Arabie saoudite. Il est urgent de réfléchir aux conditions de formation des prix des matières premières. Et je voudrais dire une dernière idée, ce n'est pas simplement une question d'OPEC, c'est toutes les matières premières qui sont concernées. Le monde a besoin d'idées nouvelles, le monde a besoin de concepts nouveaux, et un pays comme le vôtre serait tout à fait légitime, 8e producteur d'énergie fossile comme vous, de poser sur la table de la gouvernance mondiale un nouveau système de marché pour le prix des matières premières. C'est une véritable bombe qui peut avoir des conséquences géostratégiques immenses. Le monde ne peut pas résister à une explosion à la hausse inflationniste des matières premières, mais le monde ne peut pas davantage résister à une baisse de cette violence, de cette brutalité qui ruine des pays qui avaient déjà des problèmes considérables. Your Excellency, you have taken us also through the relationships between... Monsieur le Président, vous avez également évoqué les relations entre plusieurs pays de la région. Quel message souhaiteriez-vous faire parvenir aux leaders de l'Iran afin de nous aider à faire baisser le niveau de tension dans la région? C'est délicat de parler, pourtant. L'Iran est un acteur incontournable. J'espère ne choquer personne. L'Iran est une civilisation exceptionnelle. Les dirigeants iraniens, vous les connaissez, ont une intelligence et un savoir-faire diplomatique, peut-être sans beaucoup d'autres pareils à travers le monde. C'est votre grand voisin, juste en face. La question à poser aux dirigeants iraniens: croyez-vous qu'il soit vraiment utile d'inscrire dans votre constitution l'exportation de votre révolution dans le monde? La question à poser aux dirigeants iraniens: si vous voulez être fidèle à votre histoire, contribuer à la paix et à la stabilité dans le monde en général et dans votre région en particulier, qu'est-ce qui peut sortir de la guerre et de l'instabilité? Plus de pauvreté, plus de drames, moins de compréhension. L'Iran doit être fier de sa culture et de son influence. L'Iran n'a pas besoin de faire la guerre partout, d'exporter la tension pour être entendu et pour être respecté. Quand on est l'Iran, ce grand pays, cette grande histoire, cette grande civilisation, on n'a pas besoin de financer le terrorisme, on n'a pas besoin de milices, il suffit de parler. Un grand pays peut parler calmement, doit parler calmement. L'Iran que nous aimons, l'Iran que nous respectons, c'est l'Iran qui contribue à la paix, pas l'Iran qui contribue à la guerre. Thank you, Your Excellency. And now... Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Nous allons donner la parole à la salle en espérant que personne ne répétera les questions que je vous ai déjà posées. Nous n'allons avoir le temps que pour une seule question, j'en ai peur. Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, qui va sauver la France?
endettement colossal, moyens de chômage élevés, intégration des émigrés pas réglée, Union européenne en faillite, l'extrême droite en hausse. Un Libanais qui a étudié en France 5 ans et qui aime votre pays. Pour moi, la France, c'est une partie du Liban. Monsieur le Président, je crois en France. La France forte peut aider les autres. Et on a besoin de nouveau de la France forte au Liban aussi pour sauver notre pays. Merci, monsieur. Ce n'est pas la question la plus facile. Je préfère que ce soit vous qui ayez dit ça que moi. Je ne peux pourtant pas vous donner tort. Mais je suis à l'étranger. Je ne veux pas dire un mot qui donnerait le sentiment que je critique mon propre pays. Mais vous savez, quand j'étais président de la République, j'ai fait un voyage qui m'a très ému dès 2007, en septembre, aux États-Unis. Et j'ai eu la chance, l'honneur et l'opportunité de parler devant tous les sénateurs et tous les députés, le Congrès. Je leur ai dit que nous, les Français, on aimait l'Amérique quand elle était grande. Que pour nous, l'Amérique, c'était les grands espaces. On n'aimait pas l'Amérique quand elle était petite, repliée sur elle-même. On aimait l'Amérique quand elle était forte et qu'elle croyait dans ses idées. Vous vous demandez pourquoi je vous réponds comme ça? Parce que je pense qu'à travers le monde, on aime la France quand elle est forte, quand elle porte un leadership, quand elle a des convictions, quand elle assume des risques, quand elle est fidèle à ses amitiés, quand elle défend ses idées et quand elle n'a pas peur. C'est ma façon de vous répondre. Alors après, qui ça sera? Si vous ne l'avez pas compris, il va falloir revenir. ميرسي مسيو لو بريزيدون. سيد الرئيس أشكركم كذلك على هذه المحاضرة القيمة. Permettez-moi de vous remercier pour votre discours. Je voudrais également remercier les organisateurs de nous avoir donné l'occasion d'échanger avec vous. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'état du monde, vous avez évoqué l'état islamiste. Nous ne pouvons que vous soutenir dans tous vos propos. Mais qu'en est-il du Maghreb? Qu'en est-il de l'Afrique du Nord? Il va de soi que nous ne verrons pas une stabilité de long terme sans la contribution de cette région. Or, cette région souffre également de la présence d'Al-Qaïda et de Daesh et des activités de ces groupes basées essentiellement dans les régions désertiques du Maghreb. Vous jouissez de relations tout à fait amicales avec le Maroc et avec d'autres pays de la région. Ne pensez-vous pas qu'il soit possible de mettre un terme à l'ensemble de ces problèmes dans la région? Pouvez-vous partager avec nous votre opinion sur cette question en tant qu'ancien président de la République, et je ne peux qu'espérer en tant que futur président de la République également. Que pouvez-vous nous dire quant à la solution possible à ces problèmes dans la région du Maghreb? Merci. J'ai cru comprendre que c'est la dernière question, mais c'est une fameuse question. D'abord parce que faire la différence entre le Maghreb et le Machreb n'a pas beaucoup de sens. Je voudrais vous dire ma conviction que la priorité de la politique de la France doit être tournée vers la Méditerranée, et je regrette que mon projet d'union pour la Méditerranée ait été abandonné. Chaque fois que nous avons tourné le dos à la Méditerranée, nous avons cru tourner le dos à notre passé. En fait, nous avons tourné le dos à notre avenir.
L'Union pour la Méditerranée, je n'ignore pas le problème qu'il y a, notamment avec la question palestino-israélienne. Mais l'Union pour la Méditerranée, le travail ensemble des pays du Nord et des pays du Sud est indispensable. Quand vous vous rendez compte, monsieur l'ambassadeur du Maroc, que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis peut-être 10 ans, alors qu'il y aurait un besoin formidable d'un véritable marché commun qui prendrait en tout cas dans un premier temps le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Fermé sur la question du Sahara occidental, en vérité. Vous savez que la position de la France a toujours été de soutenir la marocanité du Sahara occidental. J'ai toujours pensé ça. J'ai été moi-même à La Yaoune pour la première fois en 1991. C'est pas d'hier. On aura du mal à me convaincre de la nécessité d'une république sahraoui dans une région du monde minée par le terrorisme. Je pense au Niger, je pense au Sahel, je pense au Mali que j'aime tant. Deuxièmement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un souverain comme le roi du Maroc, qui a modifié la Constitution au moment des printemps arabes, en prenant des risques politiques considérables, qui ont, de mon point de vue, garanti la paix au Maroc. Imaginez que Sa Majesté n'ait pas fait le choix si courageux qui consistait à dire notamment qu'il choisirait le Premier ministre dans la formation politique arrivée en tête des élections, qui était un choix très difficile, y compris à imposer à ses propres amis. Je ne dirai rien sur l'Algérie, que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant, ce pays si riche, de ses potentialités, d'une population extraordinaire, la question de son développement et de sa modernisation est posée. Quand j'ai été au musée du Pardo à Tunis avec Pierre Lelouch et que j'ai vu les plus belles céramiques au monde, et tout d'un coup, les balles des assassins étaient résumées en quelques centimètres, la barbarie et la civilisation. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Parce que leur succès sera notre paix. Leur échec sera notre drame. Je parlais avec le président de l'Union européenne, Donald Tusk, qui revenait d'un voyage au Liban, en Jordanie et en Turquie, et qui nous a dit: c'est 10 millions de personnes qui espèrent venir en Europe, nous ne pouvons pas les recevoir. Il faudra qu'ils trouvent du travail, il faudra qu'ils trouvent la paix, sinon c'est l'Europe entière qui se trouvera emportée par des flux qu'elle ne pourra pas contrôler. Et il faudra sans doute réfléchir à un gigantesque plan Marshall d'aide au développement, pour l'Afrique du Nord en particulier, et pour l'Afrique en général. Parce que nous ne pourrons pas laisser l'Afrique dans cette situation-là. 1,1 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,3 milliards dans 30 ans, 12 kilomètres entre l'Afrique et l'Europe. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Un taux de natalité pour les familles africaines entre 5 et 7 enfants. L'Afrique va mieux, l'Afrique a de la croissance, mais qui peut résister à une telle pression démographique? Mesdames et messieurs, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler devant vous. Merci de cette occasion de rencontre et d'échange. C'était pour moi un grand honneur. Et je voudrais vous dire, ne vous trompez pas, vous avez en Europe en général et en France en particulier des gens qui vous aiment, des gens qui vous admirent et des gens qui souhaitent absolument votre réussite. Je vous remercie.